Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 12e webconférence organisée par PQNA sur la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes. Je suis Pauline Châtelain, je suis chargée de mission revitalisation à PQNA et je suis aujourd'hui accompagnée de ma collègue Julia, qui est chargée de mission politique contractuelle et transition. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce webinaire, pour permettre la fluidité des échanges et qu'on passe tous le meilleur moment possible, je vais vous préciser quelques petites règles techniques. Vos micros sont coupés, vous ne pouvez pas interagir avec nous verbalement. Par contre, vous pouvez réagir à ce qui se dit autour de la table et poser des questions via le chat. Donc, n'hésitez pas à le faire. Pour poser vos questions, vous pouvez les poser dans la rubrique « Questions ». C'est comme ça que nous, autour de la table, on les verra le mieux. Et s'il y a une question qui a déjà été posée et à laquelle vous voulez renchérir, vous pouvez voter en cliquant sur cette question. On choisira les questions les plus pertinentes et intéressantes pour y répondre par la suite. Julia, avant qu'on commence, si on a un petit peu des nouveaux téléspectateurs, est-ce que tu veux nous présenter en quelques minutes PQNA ? Avec plaisir. Pour ceux qui nous connaissent déjà, ça sera une redite, mais s'il y a des nouveaux venus, c'était important de présenter PQNA. Nous sommes donc le centre de ressources dédié au développement territorial en Nouvelle-Aquitaine. Nos missions sont orientées à destination de tous les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Nous travaillons à l'accompagnement des territoires dans le déploiement des politiques publiques, notamment avec la mise en réseau des acteurs, l'échange de pratiques et la capitalisation d'expériences. Nous partageons avec vous les ressources que nous produisons, notamment sur le sujet de la revitalisation qui est animé par Pauline. Nous vous invitons à consulter notre plateforme numérique ainsi que notre chaîne YouTube pour accéder aux articles et vidéos qui vous intéressent et sur différents sujets. Après cette présentation rapide, Pauline, je te laisse nous donner l'objet de la webconférence du jour. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va aborder le sujet de la rénovation énergétique des écoles. Cette question se pose en ce moment pour énormément de communes, et notamment celles qui ont mis en place des stratégies de revitalisation en vue de plusieurs enjeux. D'abord, celui de la création de nouveaux équilibres économiques, avec l'augmentation des tarifs de l'énergie, mais aussi énormément des enjeux de transition écologique, avec la baisse de cette consommation d'énergie. On cherchera à répondre à la question un peu simple de quelle est la place des rénovations énergétiques d'écoles dans les stratégies de revitalisation, et on s'interrogera autour des questions de pourquoi réaliser une rénovation énergétique de l'école, comment cette rénovation peut être l'occasion de réévaluer les usages de ce bâtiment, comment est-ce qu'on peut accompagner la rénovation de ce bâtiment avec une bonne tenue technique et économique, et enfin, comment est-ce que on peut organiser cette rénovation avec la meilleure gouvernance possible. Pour répondre à l'ensemble de ces questions, on vous propose le programme suivant, avec en premier lieu l'intervention de Siloé Hermil, qui est chef de projet du déploiement du dispositif et du Rénov pour la Banque des Territoires, ainsi que l'intervention de Andrés Lidvac, qui est chef de groupe bâtiment durable au sein du CEREMA Sud-Ouest. Ils aborderont tous les deux la nécessité de la rénovation écologique de rénovation énergétique des écoles, ainsi que les enjeux et les objectifs de cette rénovation. Nous entendrons ensuite un double témoignage de communes qui ont initié des travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments scolaires. Nous aurons le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Marie Gary, maire de Montbahut, ainsi que Marc-François Didier, qui est chef de projet cohérence et développement du territoire à la ville de Langon. Ils nous parleront tous les deux des projets menés sur leur commune, des objectifs poursuivis, des processus engagés et pour une des deux communes, des résultats obtenus. Après ces témoignages, nous bénéficierons de la présentation du dispositif
EduRénov, qui est un programme national pour la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Ce programme est porté par la Banque des Territoires en partenariat avec l'État, avec l'ADEME, le CEREMA et le programme ACTE. C'est donc Siloé Hermine qui viendra nous présenter ce programme. Enfin, on conclura ce webinaire avec l'intervention de nos partenaires institutionnels pour le mot de la fin. Donc, si vous avez des questions sur ces différentes interventions, nous vous invitons à les poser dans l'onglet questions qui est dédié, et elles pourront ainsi être posées aux différents intervenants tout au long du webinaire. Sans plus attendre, j'invite Siloé Hermile, donc chef de projet déploiement EduRénov à la Banque des Territoires, et Andrés Lidvac, chef de groupe bâtiment durable au CEREMA Sud-Ouest, à me rejoindre sur le plateau. Donc, Siloé, au sein de la Banque des Territoires, vous gérez le déploiement d'une stratégie d'accompagnement des rénovations énergétiques d'écoles au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots un état des lieux des besoins de rénovation énergétique des écoles en France? Oui, bien sûr. Alors, on a créé ce programme l'année dernière, il y a tout juste un an, à la Banque des Territoires, parce qu'aujourd'hui, le besoin est colossal des collectivités pour rénover leurs écoles. En fait, on estime aujourd'hui, c'est une mission d'information du Sénat qui est sortie l'année dernière, qui estime qu'il y a à peu près 14% de tout le parc de bâti scolaire qui est aux normes, qui a été rénové. Donc, il y a encore un très fort besoin dans la rénovation. On a en plus une hausse des coûts de l'énergie colossale depuis quelques temps. Donc, du coup, un enjeu à réduire les consommations, les factures énergétiques pour les collectivités. Et puis, on a aussi un cadre juridique qui nous encadre, la stratégie nationale bas carbone, et notamment le décret tertiaire qui impose aux collectivités de prendre le pas de la rénovation et de réduire les consommations énergétiques pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Donc voilà, un certain nombre d'enjeux et de besoins. Siloé, pour compléter vos propos, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette question de la rénovation énergétique des écoles, elle est particulièrement importante pour les communes qui ont engagé des démarches de revitalisation? Alors, j'ai un chiffre que je trouve est parlant pour parler de ces communes-là qui sont en particulier des petits territoires. C'est qu'aujourd'hui, 62% des écoles, donc sur les 59 millions d'écoles, collèges, lycées, de tous les bâtiments scolaires qu'on a en France, 62% des écoles se situent sur le territoire de communes de moins de 10 000 habitants. Donc voilà, il y a un grand nombre d'écoles qui se situent sur ces territoires-ci, ces territoires-là. Donc c'est d'autant plus un enjeu. Et en plus, sur ces territoires, généralement, les communes ne disposent pas de moyens d'expertise technique et de ressources financières suffisantes pour rénover leurs écoles. Donc elles ont un fort besoin, d'autant plus celles-ci, d'être accompagnées sur la rénovation de leurs écoles. Merci Siloé pour cette intervention introductive qui pose pour nous un peu les enjeux forts de ce sujet. Maintenant qu'on connaît les raisons pour lesquelles ce sujet est crucial pour les communes en revitalisation, on peut se pencher un peu sur des sujets plus techniques de cette rénovation. Et pour ça, je vais me tourner vers vous, Andrés Lidvac. Vous êtes chef de groupe bâtiment durable au CEREMA Sud-Ouest. Et si vous voulez bien d'abord nous présenter ce qu'est le CEREMA et quel est son rôle auprès des territoires. Et puis ensuite, nous parler des questions peut-être de confort d'été et de qualité de l'air qui sont des questions cruciales dans ces rénovations énergétiques. Très bien, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je travaille au CEREMA Sud-Ouest. Donc, le CEREMA est un établissement public à caractère administratif qui a été créé il y a 10 ans sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et qui a donc connu il y a 2 ans un changement de statut et qui l'a ouvert aux collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, les collectivités territoriales participent à la gouvernance de l'établissement de manière à définir les orientations qu'il a dans ses missions d'ingénierie publique en faveur des questions de transition écologique, de résilience des territoires, d'adaptation au changement climatique. Donc, juste pour dire que
Le CEREMA n'a pas été créé de toutes pièces il y a 10 ans, c'est le fruit de la fusion du réseau scientifique et technique du ministère de la Transition écologique, donc environ 11 établissements qui ont été fusionnés pour donner naissance à ce CEREMA, qui historiquement a travaillé pour les services de l'État, mais qui aujourd'hui a dans ses priorités de travailler pour les collectivités locales et en particulier ses adhérents. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais juste donner les 6 grands domaines d'intervention du CEREMA, donc que sont l'ingénierie des territoires, le bâtiment, les mobilités, tout ce qui est infrastructure routière et ouvrages d'art, tout ce qui est lié à l'environnement et aux risques naturels et l'adaptation au changement climatique. Et enfin, le 6e et dernier domaine, qui est l'ingénierie maritime et fluviale. Donc tous ces domaines, évidemment, qui présentent une approche transversale, le CEREMA apporte son expertise aux acteurs donc, de l'aménagement des territoires et en particulier aux collectivités. Donc, ça, c'était l'introduction et la présentation. Et donc, par rapport à votre question sur les thématiques de confort d'été et de qualité de l'air intérieur qui sont au cœur de beaucoup de projets de rénovation énergétique. Voilà. En fait, la question, le sujet du webinaire, c'est celui de la rénovation énergétique. Et cette rénovation énergétique, elle est dictée par un cadre, on va dire, réglementaire qui est imposé par les politiques publiques. Ce cadre réglementaire, évidemment, il faut y répondre, il faut s'organiser et se mettre en marche, en ordre de marche pour y répondre, d'autant plus que comme l'a dit Siloé, le contexte énergétique et la crise économique actuelle fait que tout ce qui pourrait être fait en matière d'économie d'énergie pour les collectivités va dans le sens de la réduction de l'impact environnemental. Donc là-dessus, on a un cadre, mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait un bâtiment, et en particulier une école, c'est pour répondre non pas à une question d'économie d'énergie, mais c'est pour répondre aux besoins des occupants. Avec des occupants qui sont spécifiques, avec un usage spécifique. Les occupants des écoles ont des particularités. Et donc, l'objectif premier est de répondre à leur confort et à leur santé, à leur sécurité, évidemment. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut regarder la question avec une approche à long terme ou à moyen terme. On a souvent tendance en France à agir dans l'urgence en fonction d'un cadre réglementaire de ce qui nous est imposé et à regarder à l'horizon d'un an ou deux. Mais toutes les questions qui ont trait à la santé aujourd'hui sont connues. L'impact de la qualité de l'air intérieur sur la santé, l'impact de la qualité de l'air intérieur sur la performance des occupants des bâtiments tertiaires et en particulier pour les bâtiments scolaires, sur tout ce qu'on va appeler la performance cognitive, en fait, l'apprentissage. Tout ça, c'est su et démontré depuis plus de 30 ans par la communauté scientifique. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on s'est pris un tsunami d'avertissement par une pandémie mondiale qui s'appelle le Covid et qui nous a mis en garde devant toutes les conséquences et qu'on a vécu nous-mêmes en changeant notre mode de vie. Et aujourd'hui, 4 ans après cette vague, on va dire qu'on a tout oublié et que aujourd'hui on prend ces questions, sont des questions, je dirais, de second ordre. Quand on regarde le taux d'investissement des aides publiques en France, c'est environ 1,5 € par habitant, et qu'on le compare par rapport à ce qui se fait dans des pays comme l'Allemagne ou l'Italie ou les États-Unis, où c'est beaucoup plus, ça chiffre en centaines d'euros par habitant et donc en milliards d'euros, on voit que là-dessus on est très en retard. Et donc aujourd'hui, le sujet de la qualité de l'air intérieur, il est très important. Mais ce qui peut-être aujourd'hui faire bouger les consciences, parce que la qualité de l'air, on la sent pas, on s'en rend pas compte. Donc aujourd'hui, ce qui va peut-être faire bouger les consciences, c'est le confort d'été. Étant entendu qu'avec les vagues de chaleur, les épisodes caniculaires qui seront de plus en plus fréquents, les occupants, ce qui va gêner les occupants des bâtiments, c'est un confort d'été. Et c'est peut-être ce levier-là qui va nous permettre d'améliorer une situation. Donc, mon discours aujourd'hui, c'est de dire
évidemment qu'il ne faut pas évacuer la question de la rénovation énergétique. Il faut tout mener de front, c'est juste une question de priorité. Cette question de priorité, il faut l'aborder en prenant conscience qu'il faut répondre à un cadre réglementaire, mais il faut aussi prendre en compte les besoins des citoyens. Et là-dessus, quelque part, c'est non négociable. Enfin, j'aurais tendance à dire c'est non négociable. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr si on envoie nos enfants dans les cantines, on ne va pas accepter qu'ils boivent de l'eau qui n'est pas potable. Or, on accepte d'envoyer nos enfants dans des écoles dont on ignore totalement la qualité sanitaire. Et ça, là-dessus, il y a un terrain d'amélioration qui est vraiment très, très important et sur lequel il va falloir agir. Et l'idée, un petit peu, c'est de profiter de ce chantier de la rénovation énergétique pour mener de front ces questions. À la fois les questions de l'efficacité énergétique du bâtiment et pour mettre en place des solutions techniques ou des accompagnements des occupants pour améliorer le confort de manière à ce que ce soit une réponse globale. On voit que vous avez une vision vraiment globale de la durabilité des bâtiments et notamment des bâtiments scolaires. En ce qui concerne la rénovation énergétique plus précisément, les travaux ils peuvent représenter des investissements conséquents et induire des coûts importants. Cela peut freiner parfois les communes face à l'ampleur de la tâche. Aujourd'hui, est-ce que les communes, elles peuvent aussi agir sur la consommation énergétique des écoles, sur la rénovation énergétique avec de faibles investissements et si oui, comment elles peuvent le faire? Oui, effectivement, on est conscient que si mettre en place des politiques publiques conduisait à leur application immédiate, on en serait ravis et on aurait la solution à tous nos problèmes. Sauf qu'il y a une équation économique, évidemment, et qui fait que on peut pas forcément faire tout ce que l'on désire. Donc, effectivement, une question, c'est comment obtenir des résultats significatifs avec des investissements qui sont ceux qui correspondent aux budgets qui sont disponibles. Après, tout est une question de priorité, hein, évidemment. Les budgets, ça se vote et donc on peut mettre des priorités. Mais et donc nous, au niveau du CEREMA, ça fait quelques années qu'on travaille sur l'importance que peuvent avoir les occupants à la fois dans le bâtiment, puisqu'évidemment c'est les premiers destinataires du bâtiment, mais également en tant qu'usagers, comment ils peuvent être un levier pour réaliser des économies d'énergie. Et là-dessus, on est impliqué dans des programmes depuis quelques années maintenant, et en particulier un qui est destiné aux écoles, qui consiste à mettre en place un challenge, un concours entre les écoles, de manière à mesurer sur une période d'une année les gains relatifs, donc le pourcentage d'économie d'énergie qui sont réalisés par ces occupants à travers un accompagnement qui est proposé. Et si on peut, on diffusera une petite vidéo qui présente de manière synthétique et beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Mais les gains que l'on peut observer par cet accompagnement, et c'est un accompagnement qui va jouer sur le comportement des occupants, donc avec des comportements économes, mais pas uniquement que les occupants, c'est-à-dire également les agents techniques en charge de l'exploitation et de la maintenance de ces établissements, avec des meilleurs réglages, on arrive à faire des économies assez substantielles. Si vous voulez qu'on passe la courte vidéo dont J'en vous serais parliez, ravi. Je pense que c'est possible de notre côté. Donc c'est un programme qui s'appelle ActeCube École et qui est piloté par l'IFPEB, la FNCCR et le CEREMA. La première année d'ActeCube École se termine. Le challenge visant à faire des économies d'énergie dans les écoles a largement passé le test avec des résultats étonnants. ActeCube École est le seul programme C2E qui apporte un accompagnement à la fois technique et pédagogique afin d'impliquer toutes les parties prenantes de l'école, enseignants, élèves, personnel technique, périscolaire. Ainsi, durant cette année,
Des écoles ont pu bénéficier d'un accompagnement sur les aspects techniques des économies d'énergie. Par exemple, les techniciens ont pu participer à une formation action sur la réalisation d'un pré-diagnostic dans une école afin d'identifier les leviers d'action et établir un plan. Les aspects usage et confort sont également abordés lors d'ateliers avec les équipes éducatives et techniques sur le sujet du confort, des exemples d'éco-gestes à mettre en place, la réalisation d'une enquête confort. Et enfin, sur les aspects pédagogiques, des outils et des actions sont proposés afin que le bâtiment de l'école et les économies d'énergie deviennent un support d'apprentissage. Des séquences pédagogiques proposent des idées d'activités. Les enfants sont invités à visiter la chaufferie de leur école ou à réaliser eux-mêmes un diagnostic avec un support adapté. Mais ce qui est très intéressant dans CubeÉcole, c'est que les aspects techniques, usages et pédagogiques sont pris en compte tous ensemble. Et pour cela, des moments d'échange et de co-construction entre les agents techniques, le personnel de mairie et le personnel éducatif sont organisés, les ateliers et des réunions de réseau. Enfin, le suivi des consommations d'énergie permet de calculer les économies générées par toutes ces actions. Chaque collectivité et chaque école y ont accès par le biais de leur espace candidat. Celui-ci propose aussi plein de ressources et tous les outils pédagogiques et techniques CubeÉcole. Avec 200 écoles inscrites, plus de 25 collectivités sur tout le territoire français et des économies allant jusqu'à 38% réalisées lors de la première année, nous avons un dynamisme des équipes engagées. CubeÉcole a fait ses preuves. Nous voudrions remercier les collectivités qui se sont investies à nos côtés pour améliorer la gestion de leur école en recherchant des possibilités d'action, même là où il ne semblait pas évident d'en trouver encore. Tous se sont mis à l'écoute des occupants, de leurs besoins de confort. Merci. Merci également aux enseignants, personnels de mairie, animateurs périscolaires, ATSEM, qui ont avec passion conçu et mis en œuvre des actions pédagogiques et de sensibilisation auprès des enfants. Jeux, activités sportives, expériences scientifiques, leur imagination a dépassé toutes les attentes. Merci. Des enfants de tout âge se sont lancés avec enthousiasme et conscience dans ce nouveau défi, connaître et réduire le gaspillage d'énergie. Leur niveau de sensibilité à ce sujet, leur curiosité et leur désir de contribuer activement nous font espérer qu'une autre façon d'habiter la planète est possible. Merci. Le succès de cette première année repose avant tout sur la capacité de tous d'avoir su créer de véritables équipes, chacun ayant eu son propre rôle autour d'un projet d'engagement, environnement et citoyen. Voilà l'esprit CubeÉcole. Voilà, donc après cette petite minute de pub par rapport à ce programme, c'est un programme qui est en cours. Hein, donc si vous envisagez de candidater pour la prochaine édition, n'hésitez pas à nous contacter, donc au mail qui est mis dans le chat à ce sujet, enfin qui est mis ou qui sera mis dans le chat à ce sujet. Juste un petit commentaire, c'est pour dire que là, le résultat qui est annoncé de 38% d'économie, c'est peut-être le meilleur score en fait qui est annoncé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les économies sont entre 15 et 25%, et ça peut monter à 38%. Et quand on sait que dans les objectifs que vous avez cités là du décret tertiaire, on est donc à un objectif de 40% d'économie à l'horizon 2030, c'est la démonstration que rien qu'avec un accompagnement des occupants, on peut arriver à des résultats sans investissement lourd en termes d'équipement et de travaux lourds en fait. Voilà, c'était un petit peu ça la démonstration. Merci beaucoup Andrés, merci Siloé pour ces éclairages qui nous ont permis de fixer les enjeux du sujet et qui vont nous permettre d'aborder avec plus de connaissances les témoignages de communes qui vont suivre. Je vais vous permettre de nous quitter pour le moment et je vais inviter Monsieur Gary, maire de Montbahut dans le 47, et Marc-François Didier, chef de projet cohérence et développement du territoire à la ville de Langon en Gironde, à me rejoindre sur le plateau. Monsieur Gary, on va commencer par vous. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes maire de Montbahut depuis 2014 et vous avez réalisé des travaux de rénovation énergétique sur votre école communale entre 2019 et 2020. Ils se sont terminés en 2020. Avant tout, est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide portrait de Montbahut en quelques mots en termes de revitalisation du centre-bourg et de centralité? Alors, Montbahut, c'est une petite commune de 630 habitants dans le Lot-et-Garonne qui s'occupe de la revitalisation du centre-bourg depuis une dizaine d'années. On a commencé par maintenir un petit peu les services, que ce soit au niveau de l'agence postale communale, on a fait une station de service communale, un petit commerce communal, et on a répondu à un appel à projet du pays concernant la revitalisation qui s'appelait, je cherche le nom, avec le pays, bref, et on a eu
une équipe d'architectes de Bordeaux qui est venue faire un petit bilan de notre village et un petit peu mettre l'accent sur les priorités. Et dans les priorités, il y avait effectivement revoir un petit peu l'accueil de l'école, aussi bien par rapport à la rénovation énergétique et la modernisation un petit peu de l'espace. Monsieur Guerrier, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette école au sein de votre commune? J'imagine sur une commune d'un peu plus de 600 habitants, c'est un lieu particulier, avec une âme particulière, avec une certaine importance, une image aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette place au sein de votre commune et aussi nous dire ce qui vous a poussé à engager des travaux de rénovation énergétique sur ce bâtiment? Alors notre école, qui est une petite école communale, effectivement, est un RPI avec un village voisin de Montignac-de-Lauzun et accueille sur l'RPI 85 élèves, 4 classes, et donc de la maternelle jusqu'au CM1, CM2. Notre village est concerné par les petits de la maternelle jusqu'au CE2. Voilà, donc sur un bâtiment qui date des années 1965, qui avait été bien conçu, puisqu'il a utilisé un grand espace extérieur, 1 hectare entre la cour et les espaces verts qu'il y a autour, et la classe, comme on le voit sur la photo, tout en ligne, avec aucun problème d'accessibilité, très très classique, un petit peu des années 1965. Mais par contre, ce qui avait été oublié un petit peu, c'était tout ce qui était économie d'énergie, puisqu'on ne se posait pas la question à ce moment-là, et aussi tout ce qui était accessibilité. Donc, on en a profité, on va dire, devant un petit peu l'obsolescence un petit peu c'était des grille-pain, hein, tout simplement. Donc, ils nous posaient un petit peu le souci d'utilisation et aussi de consommation. Donc, du coup, on en a profité pour faire une rénovation globale du bâtiment qui accueille aussi dans une partie la cantine et la restauration, en fait. Donc, c'est l'ensemble de l'école qui a été rénové en 2019 et 2020. Voilà. Et c'est vrai qu'on a quand même gardé le chauffage électrique, mais bien sûr modernisé. Là, ça n'a plus rien à voir, puisqu'on a des détecteurs de présence avec des chauffages uniquement sur les jours d'école et les heures de présence des élèves, avec bien sûr un abaissement de la température sur la période de nuit et les jours qui ne sont pas utilisés, en fait. Et ensuite aussi un répartiteur qui permet aussi de zoner les zones de chauffage suivant l'utilisation pour garder un tarif bleu. Donc, on est sur un tarif bleu de consommation, en fait. Le fait de ne pas toucher à tous ces équipements nous a permis de se contenter uniquement de la rénovation par l'extérieur. On a fait une isolation par l'extérieur et on a fait, bien sûr, abaisser les plafonds, puisqu'on avait une hauteur sur plafond un peu conséquente, bien sûr, en retravaillant l'isolation. On avait été accompagné par le CAUE, notamment, qui nous avait fait les bilans énergétiques de notre bâtiment et qui nous avait donné les premiers conseils de rénovation de ce bâtiment. Voilà, on a aussi doublé le périscolaire, refait tous les jeux, moderniser les jeux de la cour pour en faire une école qui ressemble à une école d'aujourd'hui. On a quelques photos de avant et après, en fait. Voilà. Vous abordez quelques parties de ces travaux de rénovation. Oui. Ils ont aussi eu pour objectif que l'école soit énergie positive. Est-ce que vous pouvez aborder un peu ce sujet? Alors oui, donc du coup on avait la consommation, bien sûr on est passé au LED, j'ai oublié de le dire aussi, mais par contre on a une exposition plein sud, et avec la rénovation, de suite on est allé voir le syndicat Territoire Énergie, en fait, pour installer sur la partie sud de la toiture une centrale photovoltaïque qui correspond à peu près à 50 foyers. Donc, du coup, c'est un des premiers bâtiments publics de notre département qui est à énergie positive et qui correspond aussi à l'évolution de notre territoire, la communauté des communes, qui est un territoire TEPOS, territoire à énergie positive. Voilà, donc c'est une petite fierté, mais c'est un petit plus, on en a profité pour le faire avec les travaux. On s'était posé la question de l'autoconsommation en direct. Bon, le fait que l'utilisation de ce bâtiment soit que sur 140 jours de l'année
et notamment sur 140 jours où des fois il n'y a pas trop de production, ça nous a été déconseillé. Je pense que peut-être on ferait différemment maintenant. On irait sur de l'autoconsommation collective et partagée avec les voisins en fait. Maintenant, il y a beaucoup de moyens pour justement garder cette production locale et la partager avec les voisins. Monsieur Liftak, tout à l'heure, parlait aussi d'évolution dans les pratiques qui peuvent être induites par un projet de rénovation suivant les différents champs qui peuvent être investis. Dans l'école de la commune, il y a des changements de pratiques chez les usagers aussi. Le fait que vous ayez initié cette démarche de rénovation énergétique, ça a entraîné de nouveaux modes de faire Globalement, un petit peu. On a briefé les enseignantes, parce que c'est des femmes, excusez-moi, les enseignantes un petit peu à l'utilisation des nouveaux matériels, et elles y ont fait attention. Alors maintenant, c'est un petit peu moins vrai parce qu'effectivement, je l'ai entendu, on a tendance à oublier certaines choses, certaines pratiques, et petit à petit, on le perd, donc il faut faire quelques piqûres de rappel. Voilà. J'ai aussi entendu que par rapport à la qualité de l'air, pour nous, par exemple, on avait un bâtiment qui n'avait pas de VMC. Donc, du coup, on a mis une ventilation conséquente et adaptée à la taille du bâtiment. Voilà, on a quand même des volumes relativement importants et une aération importante aussi, le fait d'être à la campagne. Vous sortez dans la cour, vous êtes au milieu de la campagne, en fait, ce qui est un atout non négligeable. Vous parliez tout à l'heure de la création du périscolaire. Vous avez aussi rénové le préau de l'école. Oui. Et ces actions-là, elles ont aussi impliqué un changement d'usage pour les utilisateurs, les usagers du bâtiment. Mais le périscolaire a été doublé, mais aussi l'utilisation du périscolaire a été doublée parce qu'on accueille un peu plus de communes, d'habitants qui travaillent à l'extérieur, donc du coup qui n'ont pas de moyens de garde, et donc ça c'était nécessaire. Donc le volume effectivement de ce périscolaire a été plus conséquent et les consommations aussi plus conséquentes. Et au niveau du préau, c'était un préau qui était fermé à l'époque, qui l'est toujours, mais qui était qui résonnait beaucoup. Impossible à utiliser avec des enfants. Dès qu'ils étaient 4, c'était une caisse de résonance. Et là, on a travaillé effectivement avec tout simplement avec un sol amortissant et un plafond à isolation phonique en fait. Donc du coup, ça donne une pièce de plus, et notamment pour toutes les activités sportives fermées pour l'hiver. Voilà. Donc du coup, on a une satisfaction globale à la fois des enseignants, des enfants bien sûr, et des parents. Et aujourd'hui, les travaux ont été terminés en 2020, donc ça fait bientôt 4 ans. En rétrospective, est-ce que vous êtes satisfait de ces travaux? Est-ce que vous voyez la différence sur vos factures d'énergie? Parce que c'est aussi important. Alors oui, il y a une incidence qui se rapproche un petit peu de la fourchette basse qu'a donné mon collègue précédemment, puisqu'on avait consommé 30 000 kW sur l'année scolaire en 2018, et là on est entre 20 et 24 000. Donc voilà, mais ça fait entre 15 et 20% de réduction, voilà. Mais on a une utilisation supérieure. On a créé donc un périscolaire plus conséquent, voilà, il y a d'autres utilisations aussi, et un confort qui est inestimable, parce que des fois on avait les radiateurs à fond, mais qui ne chauffaient rien du tout. Donc ça c'est incomparable en fait. Voilà, donc du coup, il y a eu quand même, on le voit, une incidence non négligeable sur la consommation de ce bâtiment-là. Merci beaucoup, Monsieur Gary, pour ce retour d'expérience. Je vais maintenant me tourner vers vous, Monsieur Didier. La commune de Langon a inclus dans son projet de ville la rénovation des 2 bâtiments, celui de l'école primaire et celui de l'école maternelle. Est-ce que, tout d'abord, pour nous poser le cadre, vous pouvez nous présenter en quelques mots la commune de Langon et son projet de ville? Donc la commune de Langon est dans le sud Gironde. C'est une commune de 7300 habitants. C'est le pôle de centralité du sud Gironde. En fait, l'élément le plus caractéristique et qui est le plus marquant par rapport à notre territoire, c'est que c'est une commune de 7300 habitants avec 20 000 usagers jour. Donc c'est vraiment une grosse particularité qui fait qu'on ne fait pas du projet de la même façon
que sur une autre collectivité. On ne le fait pas non plus avec les mêmes moyens, à la fois humains et financiers. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc par rapport à ça, nos élus ont souhaité s'engager dans une démarche forte et très volontaire en fait de mise en œuvre d'un projet de territoire sur la commune et d'un projet cohérent sur l'ensemble du territoire. Et donc le premier point marquant a été vraiment de poser la gouvernance de ce projet. Et du coup, pour la poser, cette gouvernance, on a mis autour de la table tous nos partenaires principaux, partenaires institutionnels, État, région, département, en contractualisant les conventions nécessaires, donc à savoir avec l'État, Petite Ville de demain en préfiguration de l'opération de revitalisation de territoire, pour la région, l'AMI Revitalisation, et pour les départements de la Gironde, le contrat Ville d'équilibre. Donc ça, c'était vraiment important pour qu'en fait, finalement, on ait un comité de pilotage autour du projet, permettant de mobiliser les partenaires autour des différentes questions que l'on a à poser, à la fois en matière d'accompagnement d'ingénierie, en matière d'accompagnement financier, et en termes aussi d'amplification d'identité du territoire. Donc vraiment, le but, c'était, au travers de ces conventions, de bien poser la centralité et que Langon fasse levier par rapport au territoire de la communauté de communes du Sud. Du coup, au-delà de ces outils, en fait, c'est des dispositifs. Les conventions, c'est des dispositifs. Elles ne se substituent pas à un projet. Bien sûr, il y a eu la question de l'écriture du projet au global. Et donc, ce projet se décline sur des thématiques socles. L'ADN de projet, en fait, est sur 3 thématiques, qui sont nature, proximité et culture. Donc là, c'est important que je vous présente ces choses-là, à la fois par rapport aux questions de gouvernance et aux questions de thématiques, parce que vous verrez tout à l'heure que c'est intrinsèquement lié à la réhabilitation en cours sur les bâtiments scolaires. Donc la nature, c'est toute la question de la place de la nature en ville et aussi de l'accessibilité de la nature à proximité de la partie du milieu urbain, les questions aussi foncières qui sont liées, la question de la transition énergétique, la question aussi des territoires résilients, de la biodiversité, du bas carbone, vraiment tous ces sujets-là au sens large sur la nature. Voilà. Vraiment, déjà, on a quand même un sujet dont on a entendu parler qui va lier intrinsèquement les écoles, c'est la question de la biodiversité et la question énergétique et la transition à la décarbonisation du territoire. Le deuxième point, c'est la proximité. Donc, c'est tout le lien du service public avec les habitants, la bonne échelle de projet qui permet de créer du lien entre les habitants et donc toute la question de la sociabilité, l'éducation, la pédagogie, l'inclusivité. Et enfin, le volet culturel, très plébiscité aussi par nos élus sur le sujet, par rapport au fait de vraiment avoir une identité qui se révèle beaucoup plus fortement sur le territoire et qui soit vraiment représentative. On a la chance d'avoir un centre culturel, le Centre culturel des Carmes, qui est un outil, vraiment un très bel outil et qui a une salle importante et où il y a une programmation avec une direction des affaires culturelles. Mais aussi du coup que cette culture aille hors les murs et ne reste pas simplement dans une salle et elle travaille sur de la médiation, donc avec les différents publics qu'il peut y avoir, et notamment les publics scolaires, que ce soit en fait les établissements pour les classes maternelles, primaires, mais aussi les collèges et les lycées qui sont globalement tous représentés sur le territoire de la commune. Ce projet de ville, ce projet de territoire, il est mobilisé pour travailler la question de la rénovation énergétique des bâtiments sur votre territoire, sur le patrimoine immobilier de la ville et notamment sur les écoles. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ce travail-là, qui est très transversal, vous nous l'avez montré, est mobilisé sur cette question particulière de la rénovation énergétique des bâtiments et notamment des bâtiments scolaires? Alors du coup, pareil, il a fallu tirer un nouveau fil par rapport à ça et s'intéresser au patrimoine communal et voir en fait, et notamment au patrimoine immobilier, et de faire une photographie de l'état global du patrimoine immobilier de la commune. Donc la commune dispose d'un nombre important de bâtiments. Et il fallait faire un état des lieux, et puis cet état des lieux, globalement, comme sur toutes les collectivités aujourd'hui, en termes thermiques, il n'est pas très glorieux. Donc en fait, on a fait un schéma directeur immobilier énergétique. Ce schéma directeur immobilier énergétique, il avait 2 visées, même 3.
allez, 3 visées. Il y avait une première visée, c'était comment en fait intégrer notre patrimoine foncier, notre patrimoine immobilier dans le projet de ville et avoir une stratégie foncière. Le deuxième, c'était comment avoir une approche par l'usage sur l'ensemble de notre patrimoine. Est-ce que notre patrimoine est adapté à l'usage actuel de nos services, de nos administrés? Et enfin, la dernière, c'était vraiment pur et dur le volet énergétique, où on en est, et qu'est-ce qui est très mal classé, qu'est-ce qui est très bien classé. Et à partir de ces 3 entrants, c'était vraiment d'évaluer quelle est la priorité à donner aux réhabilitations et de faire donc toute l'aide à la décision auprès des élus pour savoir quels travaux ils voulaient engager et sur quel bâtiment. Donc, de croiser le projet politique avec la réalité technique et la réalité de l'usage de ces bâtiments. La commande politique, du coup, s'est orientée vers le fait de travailler en priorité sur la réhabilitation des écoles. Parce que on avait 2 sujets. On avait un sujet d'une école primaire qui est arrivée en 5e position sur les bâtiments publics. Alors, il faut savoir qu'il y a 52 bâtiments publics qui ont été analysés sur les 72 bâtiments en propriété communale. Donc, c'est vraiment une charge foncière importante. Et donc, la deuxième école, qui est l'école maternelle, elle était plutôt bien positionnée. Elle n'était pas dans les ordres de priorité à faire, sauf qu'en fait, on se rendait compte qu'il y avait des actions extrêmement simples, légères, plutôt très frugales à mettre en œuvre pour aller sur le sujet. Donc voilà. Et puis, il y avait un autre élément, c'est que dans le cadre du projet de ville, on avait déjà posé en fait des éléments au niveau du plan guide par rapport à ce qu'on a appelé un arc de renaturation sociale et solidaire. Cet arc de renaturation, en fait, il entoure et il englobe le centre-ville. Et dans sa façon d'englober le centre-ville, il permet de redéfinir la centralité et de venir intégrer énormément d'équipements. Équipements sportifs, équipements scolaires, donc à la fois école primaire, école maternelle, collège, lycée, et puis aussi le pôle territorial de solidarité qui est en cours de construction du département. Voilà, il y avait vraiment un enjeu très très fort, et y compris à rattacher à des enjeux de mobilité par rapport aux mobilités douces, enjeux environnementaux par rapport à des continuités écologiques et des trames environnementales, vertes, bleues, brunes, etc. Voilà, un enjeu très très fort. Donc on est parti sur ces 2 écoles. On a vu que ce projet de rénovation énergétique des 2 écoles, il s'ancre dans un projet de ville beaucoup plus large avec des enjeux globaux. Comment est-ce que il est prévu, parce qu'aujourd'hui vous êtes dans des phases préopérationnelles de ces rénovations, que ces enjeux globaux se traduisent dans des mises en pratique opérationnelles? Alors en fait, ça s'établit tout simplement en définissant la commande. C'est-à-dire qu'en fait, la commande en elle-même est une traduction déjà de la commande politique. Le cahier des charges est une traduction de la commande politique sur les écoles. Donc, dès les études préalables, on intègre ces éléments de la commande politique. Donc, on a 2 exemples, on a 2 sujets en cours, l'école maternelle et l'école primaire. L'école maternelle, la commande politique, c'est la question de la biodiversité, de l'amélioration du confort d'été et de l'inclusivité de la cour d'école. Et du coup, la question beaucoup plus large, qui est commune aux 2 écoles, quelle est la place de l'enfant dans la ville et quelle est la place de l'école dans la ville? Donc là, du coup, sur ce sujet-là, on a lancé des études préalables qui ont pris une posture un peu particulière. On n'était pas sur un bâtiment catastrophique. On savait qu'on avait des réajustements à faire. Et comme vous le disiez, monsieur le maire, tout à l'heure, en fait, les réajustements, ils étaient aussi sur des usages au quotidien et puis tout simplement comment nos services techniques allaient gérer la gestion, la maintenance et l'investissement sur le bâtiment. Comment on allait changer un chauffage, comment on allait changer tout simplement les éclairages, etc., comment on allait changer les chaises. Donc, en fait, on a mis en place une maîtrise d'usage sur le sujet qui a permis de faire un bilan des différents usages sur le bâtiment qui avait été très bouleversé en fait par le plan Vigipirate avec un usage complètement différent. Et puis, un bilan sur l'usage qui sautait aux yeux. On avait une cour, c'était de l'enrobé, point barre. Et que du coup, on avait une problématique de confort d'été. Plutôt que de se dire on allait faire de l'isolation par l'extérieur, on allait mettre de la clim, etc., commençons par ce qu'il y a de plus simple sur le bâtiment avec des actions simples de mettre des rideaux, de mettre des filtres solaires et puis plantons des arbres, quoi. Et du coup, en plantant des arbres, on désimperméabilise, on travaille sur la question de la biodiversité, on travaille sur la question de l'inclusion et de la rapport de l'enfant à son environnement, de par là même les parents. Voilà. Et on travaille aussi donc la proximité. Et sur le volet médiation et culturel, on intègre les services de la culture au sujet.
Monsieur le maire et Marc-François, là, ce qui est intéressant dans vos deux témoignages, c'est vraiment de voir que la question des usages a été au centre aussi de la réflexion que vous avez menée sur ces projets-là. On voit aussi le lien entre un projet global, mon projet communal, et le projet de rénovation sur un bâtiment. Donc ça, je pense que les participants l'ont bien noté. Et quelles seraient vos recommandations, vos conseils pour les maires et les agents des communes qui participent aujourd'hui à ce webinaire et qui voudraient se lancer dans un travail sur la rénovation énergétique de leurs écoles? Quels seraient pour vous les éléments clés à retenir? Alors moi, je dirais que les éléments clés, c'est ne pas avoir peur d'une rénovation globale. Parce que effectivement, la rénovation énergétique, c'est important, mais la rénovation globale, parce que c'est un bâtiment qui est visible par toute la population, en fait. Et quand on voit les extérieurs, les jeux, tout ça, c'est très, très important, en fait. Et ne pas avoir peur. Parce que ce qu'on a surtout peur quand on touche au bâtiment scolaire, c'est comment on va faire pour faire les travaux. Bon, nous, on a réussi à faire les travaux en 6 mois, en contraignant les entreprises à ce calendrier-là, et que l'architecte nous a bien respecté. Mais l'inquiétude des élus, essentiellement, c'était est-ce qu'on va arriver à livrer la rénovation globale dans ces 6 mois? Et ça a été le cas. Il ne faut pas avoir peur. Et bon, parce que c'est vrai qu'après, j'imagine comme vous, Langon, déplacer 23 classes, c'est un petit peu compliqué, je pense. Ouais. Voilà, donc c'est essentiellement global. Et après, aller voir un petit peu ce qui se fait à l'extérieur. Ça, c'est très, très important. On est tous ouverts à partager nos expériences, les bonnes et les moins bonnes. Et bon, nous, on n'était pas allés voir la rénovation globale, mais on s'était appuyé avec le CAUE et un petit peu les architectes à côté pour voir un petit peu les tenants et les aboutissants, essayer d'avoir les bonnes idées. Et au sein du conseil municipal, notamment, j'avais quand même quelques élus, j'ai toujours d'ailleurs, quelques élus qui sont férus de mener à bien les projets, notamment quand on touche les bâtiments. Et ça a bien aidé à faire évoluer même le projet en cours de travaux. Monsieur Didier, si vous voulez compléter. En fait, moi, ce que je dirais, ce qui est extrêmement important, c'est ne pas rien faire. Et c'est surtout ça qui est primordial. C'est-à-dire qu'en fait, au travers des 2 exemples sur lesquels on travaille, sur lesquels en fait on a un travail sur une école maternelle qui est des ajustements avec des solutions qui sont extrêmement simples. C'est d'aller dire à vos services de repeindre une avancée de toit en blanc pour éviter de faire un phénomène d'emprisonnement de la chaleur sous cette avancée de toit. C'est d'aller dire on va commencer à planter. Enfin voilà, il y a des choses, de déjà engager les choses. Et ça, c'était aussi une commande politique. La commande politique, c'était non, c'est pas demain, c'est tout de suite. On veut y aller tout de suite. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et le deuxième point, moi, qui me paraît extrêmement important, c'est que la question de la rénovation énergétique est un superbe prétexte pour aller sur plein d'autres sujets. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais sur l'école primaire, on a associé en fait, et ça rejoint ce que nous disait tout à l'heure le CEREMA et l'élément qui est extrêmement important sur la question de la santé, on associe le projet à une EIS, à une évaluation d'impact par la santé, et on va être accompagné tout au long de l'évaluation du projet par rapport à cette évaluation et de savoir quelle est l'incidence de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et aussi simplement possible, c'est sur l'emploi des matériaux, sur voilà, vraiment selon les orientations qui sont données. Et après, en fait, dans le fait de ne pas s'empêcher de faire les choses, ça veut dire aussi que derrière, l'avantage que d'entrer dans une démarche globale, et particulièrement sur des bâtiments, et c'est de se dire, en fait, on anticipe ce que l'on va faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va faire après-demain. Personne ne va trouver la solution en 6 mois. C'est impossible. Pour des questions très très simples. Moi, on a une réhabilitation d'école, on ne sait pas si ça va nous coûter entre 4 millions et 6 millions d'euros. Si on n'a pas l'argent, on ne va pas dire qu'on va rester là sans rien faire. Donc, il faut qu'on commence à faire des choses, il faut qu'on engage des choses et que l'intérêt de ces études, en fait, c'est qu'on les phase, on a des fiches actions, on a des plans pluriannuels d'investissement et que derrière, ça nous permet aussi d'aller chercher les accompagnements financiers de nos partenaires.
d'engager quand même l'action. Je rajouterai juste une petite chose que j'ai oubliée, c'est qu'avant le projet, et pendant le projet, on avait le soutien de l'équipe enseignante, en fait, que l'on avait interrogé. Et donc, du coup, on a exclu, par exemple, la clim. C'est eux qui nous ont dit, mais ça sert à rien, parce qu'en fait, si on retravaille un petit peu l'isolation, on va passer. Et le fait qu'on ait des arbres tout autour, donc du coup, on s'est contenté de mettre des occultants sur les vitres. C'est des vitres anti-rayonnement. Et on a mis des volets aussi. Donc, je vois que l'été, mai, juin, on voit les volets qui se baissent en milieu d'après-midi. Et ça suffit pour vivre correctement dans le bâtiment. On a aussi la chance d'avoir des petites classes. Je le dis parce que nous, c'est une petite classe de 20 avec un volume par occupant qui est conséquent. Et du coup, on est gagnant aussi à ce niveau-là. Mais on n'a pas besoin d'avoir de système trop conséquent pour une période qui est de mois et demi, par exemple. Mais je reconnais que certains bâtiments, c'est peut-être différent. Mais s'appuyer sur l'équipe enseignante et les parents, on avait les deux d'ailleurs, ça évite aussi d'avoir des réflexions s'il y a quelque chose qui a peut-être un peu moins bien fonctionné. On a une question dans le chat sur la végétalisation de la cour d'école. Je veux savoir si la rénovation énergétique de l'école de Montbahus s'est accompagnée de ce type d'opération. Et comme il me semble que la cour était déjà plutôt végétalisée, c'est ça? Ah oui, c'est une cour qui fait pratiquement avec le bâtiment 1 hectare. Et il y a 2000 mètres carrés qui sont goudronnés. Bon. Sur la commune, on a fait aussi un espace public totalement végétalisé, à la place du village en fait. Et ce type de matériau, c'est une dalle plastique avec des alvéoles qui accueillent de l'herbe en fait. Ça pourrait très bien aller pour une cour d'école en fait. Donc je me dis, c'est pas impossible qu'un jour ça arrive devant la cour, au lieu de voir le bitume comme on a vu là sur les photos. On ait de l'herbe jusqu'à l'entrée de l'école parce que le sol est infiltrant, même s'il pleut 100 mm, on ne voit rien en fait. Ouais, comme quoi c'est toujours en évolution. Je vais proposer à Julia de nous quitter pour laisser la place à nos deux intervenants experts qui ont introduit cette conférence, donc Siloé Hermil et Andrés Tidvac, afin qu'ils nous fassent un retour sur réorganisation, afin qu'ils nous fassent un retour sur leur vue de ces expériences qui ont été présentées au regard de leurs expertises respectives. Si vous avez un petit mot à dire, à qui le souhaite. Alors une première pensée, je trouve ce que j'ai trouvé là en dernier vraiment intéressant, c'est de dire que la rénovation embarque plein de sujets. Vous l'avez tous dit, en fait, on a tous soulevé évidemment des choses différentes selon nos expertises. Vous avez plutôt parlé des questions de santé et de confort. J'ai automatiquement pensé à la question de la facture énergétique, mais parce que j'ai la casquette Banque des territoires. Et c'est ça que je trouve passionnant avec ce sujet, c'est que non seulement c'est plein de sujets différents de santé, de confort, de facture, et donc ça embarque un grand nombre d'acteurs. Enfin, c'est à la fois les usagers, les élèves, les enseignants, les élus, les agents techniques, des scientifiques, des experts. Enfin, voilà, c'est mon premier réflexe. Mon premier sentiment après vos témoignages. Un sujet global et transversal. Oui, en fait, c'est le mot, c'est global en fait, parce que si la clé de l'équation c'est le coût, il faut raisonner en coût global en fait, et en coût global même élargi, c'est-à-dire il faut prendre en compte toutes les aménités, enfin tout ce que ça va englober. Donc il y a des arbitrages à faire, c'est évident. On n'est pas dans un système infini et il faut faire des choix. Et il faut objectiver ces choix en fonction d'approches globales. Et je pense que l'approche en coût global peut en être. On a fait des démonstrations des gains on appelle ça des gains de productivité, mais dans les écoles, c'est plutôt de la performance cognitive. En augmentant tout ça c'est connu scientifiquement, en augmentant le taux le débit de renouvellement d'air, qu'on gagne entre 5 et 10% d'amélioration des résultats scolaires, en 12%
sur la rapidité d'exécution des exercices. Donc tout ça c'est démontré. Après, c'est un choix, on le fait ou on le fait pas. Et cette objectivation du choix, c'est une première étape. Et je dirais une deuxième étape, c'est d'avoir conscience que une opération de construction ou de rénovation en bâtiment, c'est éminemment complexe. Il y a une diversité, une chaîne d'acteurs qui fait qu'il y a de la perte en ligne à tous les niveaux, et que donc si on choisit, il ne faut pas complexifier les choses, il faut avoir une vision claire de ce qu'on veut et se donner les moyens d'y aller, c'est-à-dire avec une démarche, j'appelle ça une démarche qualité, qui permet de cadrer les éléments et de définir ce qu'on veut et de vérifier ce qu'on obtient à la fin. Voilà, donc tout ce que j'ai dit, c'est applicable à beaucoup de choses, en particulier la rénovation, n'est pas que, et il y a tous les niveaux, et c'est pas forcément applicable qu'aux écoles. C'est du bon sens, mais là-dessus, ça fait 30 ans que je suis sur le sujet, et on avance, on progresse. Je dis pas qu'on stagne, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition, et j'ai quand même l'impression qu'il faut encore le répéter. On parlait tout à l'heure de la rénovation qui se base sur les usages et sur la participation des usagers de ces bâtiments, quels qu'ils soient. Vous les avez cités, Siloé. On a une question dans le chat sur la manière dont, dans chacune de vos expériences à Langon, à Montbahut, vous avez consulté les élèves, les parents, les professeurs, les acteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont ça a été fait ? Alors, je vais commencer, mais bon. Alors, nous, on a fait une réunion avec l'équipe enseignante et les parents d'élèves. Donc, mais en mettant l'accent sur les problèmes du bâtiment existant. On les connaissait, mais bon, c'était juste pour qu'on soit vraiment d'accord. Et après, les objectifs. Et après, on s'est retrouvé une autre fois avec l'architecte avec les plans, en intégrant un petit peu les petites recommandations que l'on avait les uns et les autres. On n'avait pas d'exigence vraiment très forte, voilà. Donc, ils ne voulaient pas à tout prix une température à 18 degrés, toute saison, etc. Donc, du coup, ça a été relativement simple, en fait. Mais nécessaire, parce que justement, ça a permis de valider le projet, de le faire accepter, de faire accepter aussi les contraintes liées au déménagement. Puisque pendant 3 mois, on a voyagé sur le village entre les bâtiments qui avaient accueilli les classes temporaires, la cantine, on promenait les enfants au bord de la route, tout ça c'était acté déjà, donc ça a été facile. Et à Langon, vous avez parlé tout à l'heure de maîtrise d'usage. Est-ce que cette participation des usagers est passée par là ? Alors complètement, et en fait à chaque fois on l'a adapté selon le sujet et selon les temporalités aussi. Sur l'école maternelle, en fait, donc la maîtrise d'usage a fait des ateliers pendant la phase de diagnostic pour définir la programmation et voir en fait avec les usagers quels étaient les éléments de programmation. Les enfants n'ont pas été associés sur cette partie-là parce qu'on est parti directement sur la cour et qu'on pense les associer plus dans la partie de maîtrise d'œuvre, au moment de faire en fait. Et de travailler. Donc, on va commencer dès la rentrée prochaine sur ce sujet-là avec nos propres services des espaces verts. Sur l'école primaire, où on a un sujet qui est beaucoup plus vaste, là, par contre, en fait, on commence des premiers ateliers. Les enfants vont dessiner. Qu'est-ce que c'est qu'une école ? Le périscolaire travaille avec eux aussi, va travailler sur le sujet. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les enseignants vont travailler, le périscolaire va travailler. Et derrière, à partir de la rentrée prochaine, en fait, on va mettre en place un programme d'ateliers successifs qui sera à peu près, faut qu'on définisse la fréquence, avec tous les partenaires potentiels qu'on a pu capter sur le territoire. Donc, on va travailler sur les questions alimentaires, parce qu'il y a la cantine. On va travailler sur la question du recyclage avec le syndicat de gestion des déchets. On va travailler sur l'architecture avec le CAUE. Enfin, voilà, il y a tout un programme qui a été établi qui va accompagner toute la mission de maîtrise d'œuvre et qui va lui-même apporter des éléments tout au long de l'élaboration du projet. Merci pour ces précisions. On a aussi une question dans le chat pour un peu plus d'informations sur les questions de confort d'été et de chaleur. Et on a des experts autour de la table qui peuvent nous en parler. On a notamment des questions sur les matériaux préconisés, sur les façons d'adapter les usages du bâtiment à une situation de chaleur que l'on ne contrôle pas, notamment avec des horaires décalés. Et
une question sur les Outre-mer. Est-ce que, Andrés, par exemple, vous avez quelques points à nous apporter sur ces questions-là? En fait, alors évidemment, parler de vacances d'été qui sont la période la plus longue de vacances dans l'année par rapport aux écoles, on a l'impression que l'école est vide, mais en fait, une école, c'est occupé un tiers du temps. Mais c'est un tiers qui est important. Et ensuite, les épisodes caniculaires vont s'amplifier. Donc, ce qui fait que la période où il fait très chaud va devenir de plus en plus importante. Dans les écoles en fin d'année, avant les vacances, il n'y a pas forcément d'examen. Mais on a souvenir que dans les collèges, le brevet des collèges a été, il y a quelques années, il a été annulé en raison des conditions. Donc là-dessus, il y a effectivement une importance de prendre en compte l'usage au moment de l'année où on travaille. Et c'est un questionnement, et c'est, je dirais même un changement de paradigme par rapport à avant, où il faut se remettre en question. J'étais en discussion il y a pas très longtemps avec le représentant du ministère de la Justice qui disait que pour les palais de justice, ils sont en train de se poser les mêmes questions parce qu'ils ont des pièces qui doivent être confidentielles, où on doit fermer les portes, et ce qui pose des questions de confort. Et là-dessus, c'est compliqué. Donc, le changement d'usage, c'est vraiment une nouvelle pratique, et il faut déconstruire les manières de raisonner qu'on avait avant. Effectivement, par rapport à la question des matériaux, donc les matériaux biosourcés en gros, il faut étudier l'inertie du bâtiment, enfin le comportement thermique du bâtiment, voir comment il répond. Si on coupe le chauffage le vendredi soir et que le lundi matin, on va mettre 8 heures à chauffer le bâtiment. Donc, il faut avoir une adaptation des matériaux du bâtiment par rapport à l'inertie de ce bâtiment et de sa montée en chauffe. Donc, il y a une ingénierie à avoir, et il faut qu'elle soit adaptée. Donc, il y a de la matière grise à proposer. Et la troisième question, Outre-mer, oui, il y a des réglementations différentes qui sont applicables au territoire d'Outre-mer par rapport à la température, à l'humidité, à la ventilation. Donc, les réglementations sont différentes par rapport à la métropole. Merci Andrés. On a une autre question qui a été posée au tout début de notre rencontre et qui remet en fait le questionnement de la rénovation énergétique dans un contexte plus large où dans les communes dont nous parlons, celles qui ont des stratégies de revitalisation, il arrive souvent que du fait de la baisse du nombre d'habitants de la commune, la place de l'école soit remise en question et qu'il n'y ait plus assez d'élèves pour que l'école soit conservée. Et il y a un grand questionnement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte où il est incertain que l'école continue à être sur le territoire et qu'on a un bâtiment qui nécessite une rénovation? Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite se lancer sur cette question et a un retour d'expérience à nous faire peut-être, M. Gary. La réponse qu'il a donnée, ne rien faire, c'est peut-être pas un bon signe. Après, nous, on s'est servi aussi d'arguments auprès de l'inspection d'académie pour justement dire, attendez, on a fait des rénovations, ne supprimez pas une classe, parce qu'on était effectivement un peu en tension. Globalement, on a la population qui a un petit peu augmenté, et on a, voilà, là j'ai 3 années, je pense, de tranquillité, vu ce qui a été fait un petit peu comme rentrée au niveau du scolaire. On a aussi, on dessert quand même, nous, une dizaine de communes alentour. Donc, on est un peu un pôle. Voilà, donc du coup, on n'a pas trop d'inquiétude, mais il faut surtout, si on ne fait rien, c'est pire, quoi, en fait, parce que même les familles vont déserter à cause de l'inconfort, au final. Et du coup, il faut imaginer éventuellement, si l'école ferme, c'est peut-être pas de l'argent perdu, malgré tout, parce que l'isolation serait aussi la même pour accueillir des logements ou des associations, etc. Une autre utilisation des bâtiments, en fait. C'est pas de l'argent perdu. Donc, moi, j'ai que ça à dire de plus. Ouais, en fait, pour compléter par rapport à ça, après, je comprends la question parce que par rapport à un contexte qui est radicalement différent de la collectivité sur laquelle je travaille, nous, en fait, pour aller sur ce type de rénovation, on doit interroger aussi les perspectives démographiques, c'est-à-dire qu'en fait, de savoir si on dimensionne notre projet de façon raisonnable par rapport aux perspectives démographiques sur le territoire. Ça, c'est le premier sujet, et que de toute façon,
nos partenaires exigent en matière de financement. Et heureusement, parce que finalement, voilà, c'est important. Le deuxième point, c'est qu'en fait, est-ce qu'on a le nombre de classes suffisant? On sait très bien que par rapport à ça, on a des cycles sur les populations et qu'à un moment donné, toute collectivité est confrontée au fait qu'il y ait des classes en trop ou pas assez de classes. Et là, je pense que dans le cadre de la réhabilitation de l'école primaire, on va se poser vraiment la question du réemploi et du recyclage. C'est-à-dire qu'en fait, si on a besoin de plus de classes, comment elles sont construites, comment est-ce que ces structures sont potentiellement réversibles et peuvent servir à d'autres choses. Ben voilà, c'est toutes ces questions-là qui arrivent derrière. On a des solutions sur... Voilà, on a tous connu les architectures modulables par rapport à ça. Nous, on s'intéresse à des architectures modulables en matériaux biosourcés qui auraient d'autres emplois possibles par rapport à d'autres usages pour la collectivité, qui soient déplaçables sur le territoire potentiellement. Ben voilà, en tout cas, là-dessus, on expérimente. Mais effectivement, je comprends bien comment engager le bilan carbone. Il se fait aussi par rapport à l'usage et le temps d'usage qu'on va avoir. Donc peut-être penser sur ces communes-là à un potentiel réemploi. Et l'autre volet que je voulais ajouter là-dessus, c'est que nous, sur les écoles, on réfléchit aussi parce que voilà, le temps d'usage, il est finalement assez faible par rapport à l'investissement qu'on a à faire sur les écoles. Donc on a le périscolaire, bien heureusement. Donc déjà, on a un autre usage sur l'école, mais on réfléchit à d'autres usages potentiels, à une gestion des temps sur les établissements scolaires, sur les bâtiments, sur les espaces extérieurs, que l'on va confronter, et c'est là où c'est complexe, à toutes les normes, les plans Vigipirate, etc. quoi. Donc on n'est pas au bout du sujet, mais on veut y aller. Donc on va voir si on arrive à sortir des choses. Merci à tous pour vos éclairages sur ce sujet. Aussi autour de cette table pour présenter le dispositif EduRénov qui a été initié par la Banque des Territoires et qui a pour objectif d'accompagner les communes en termes d'ingénierie et de financement dans les projets de rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Et dans ce cadre, la Banque des Territoires a créé un partenariat avec l'État, l'ADEME, le CEREMA et Acté, dont on a parlé tout à l'heure, pour lancer en 2023 ce dispositif. Siloé, vous travaillez au déploiement de ce projet au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques minutes? Et vous serez accompagné d'un magnifique support. Quelqu'un avec qui je vais faire signe pour faire passer les slides. Oui, alors on a déjà dit quelques mots. Bon, je vais pas revenir sur les enjeux multiples qui embarquent voilà, tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure. Donc ce programme existe depuis 1 an maintenant, exactement. Et il a pour objectif d'accompagner 10 000 projets de rénovation de bâtiments scolaires d'ici à 2027. Accompagner, financer, valoriser. Évidemment, on va peut-être pas pouvoir financer 10 000 projets, mais voilà, les accompagner de différentes façons. On intègre des projets, quel que soit leur niveau de maturité, mais je vous en parlerai juste après. Là, je veux juste vous parler des chiffres clés. Non, pardon, excuse-moi. Sur la slide d'avant, pardon. Un chiffre dont on parle souvent, c'est les 40%. En fait, ça, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'un des enjeux sur la rénovation énergétique, c'est réduire les consommations énergétiques, réduire les factures, et notamment vis-à-vis du décret tertiaire qui impose d'ici à 2030, c'est demain en fait, 2030, d'atteindre les 40% d'économie d'énergie finale en valeur relative. Bon, il y a différentes méthodes de calcul, mais voilà, en gros, ces chiffres-là, c'est parce que voilà, on a pour ambition d'accompagner les collectivités à répondre à cette réglementation qui, de fait, est imposée aux collectivités, mais de les accompagner même à viser plus haut, puisqu'en fait, c'est que 40%, c'est que la première étape. Et pour ça, donc, on mobilise un ensemble de moyens, de leviers financiers, en ingénierie et en financement. Alors aujourd'hui, donc à date, on a 1575 totems, c'est un peu le jargon qu'on a entre nous, c'est des projets, en fait, c'est des projets de rénovation tout simplement, qui ont intégré EduRénov là depuis 1 an. Donc autant, vous voyez, plus de 1000 écoles déjà, donc une grande majorité d'écoles, de collèges, de lycées, d'universités et de plus en plus de structures périscolaires. On a sur les chiffres, une grande partie, c'est ce qu'on voit sur la partie gauche de la diapo, une grande partie des projets qui nous viennent de notre partenariat avec Acti. Donc, je vais en parler un peu plus tard. En fait, on vient, dans le cadre de notre partenariat, bonifier
le financement que propose Acté. Enfin, on apporte une subvention supplémentaire, tout simplement, dans le cadre de leur appel à projet chaîne. Voilà, bon, ça c'était juste pour vous montrer que la dynamique prend en un an et qu'on est très content. Le programme ne fonctionnerait pas si voilà, on n'était pas entouré d'autant d'acteurs, puisque bien sûr, nous, on a plutôt une casquette financière, mais la rénovation énergétique, on l'a dit plein de fois tout à l'heure, c'est un sujet qui touche les élus. Donc, on a des partenaires très, très importants avec l'AMF et la MRF, par exemple, avec le programme Acté de la FNCCR, avec des opérateurs comme le CEREMA ou l'ADEME, avec le CSTB, avec des entreprises aussi, bien sûr, celles qui font la rénovation, et bien sûr, nos ministères, le Fonds vert notamment, le ministère de l'écologie, le ministère de l'Éducation nationale. Et de plus en plus de partenaires. Là, je pourrais en fait ajouter plein de logos. On a avec eux créé, qu'est-ce qu'on fait donc avec ces partenaires, on mène par exemple des groupes de travail où on se réunit voilà, avec tous ces experts pour réfléchir à solutionner des problématiques assez fortes. Nous, par exemple, ce qu'on a un sujet sur lequel on a travaillé cette année, c'est comment simplifier l'accès à l'information pour les collectivités. Il y a beaucoup de petites collectivités, vous avez l'air de connaître bien vos sujets, mais il y a beaucoup de toutes petites collectivités qui se sentent complètement perdues face aux outils à mobiliser, aux partenaires, à qui s'entourer, comment faire en fait pour rénover une école. On ne trouve pas l'information de façon simple, et donc typiquement on a travaillé toute cette année sur la mise en place d'une plateforme qui sort bientôt, notamment avec le CEREMA, qui sort cet été, pour essayer de condenser sur un site internet l'ensemble des outils, de la documentation, retracer le parcours usager de l'élu qui rénove son école. Voilà, de mettre à disposition des outils. On a donc, alors en quelques mots, les grandes briques de ce programme. Donc on le dit souvent comme ça, en fait, on accompagne les projets de bout en bout, donc quel que soit leur niveau de maturité. C'est-à-dire qu'il y a un élu aujourd'hui qui peut nous rejoindre, même s'il a encore rien fait, pas encore commencé son projet. Il sait qu'il y a une école à rénover parce qu'elle est dans un état de vétusté assez grande, que les élèves ont trop chaud l'été, mais il sait pas par où commencer, il peut rejoindre le programme. Il peut aussi rejoindre le programme un peu plus tard s'il a besoin il a déjà structuré son projet, mais il a besoin d'un coup de pouce sur le financement. Donc voilà, on a 3 grandes briques, c'est comme ça qu'on le résume. La première, ressourcerie, animation. Donc ressourcerie, c'est cette fameuse plateforme en ligne qui sort bientôt pour avoir accès librement sur un site internet tout simple à de l'information sur comment rénover son école, et aussi avoir accès à des retours d'expérience. Ça, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, le fait de pouvoir échanger avec d'autres collectivités qui rénovent, avec d'autres élus, d'autres services techniques. On a identifié qu'il y avait un fort besoin de ce côté-là. On fait aussi beaucoup de webinaires thématiques chaque mois avec des experts spécialisés sur les matériaux biosourcés. Il y avait une question là-dessus, par exemple. On fait venir un expert d'un CAUE, par exemple. On s'entoure de. C'est bien pour ça aussi qu'on a tous ces partenaires, c'est qu'on fait venir tous ces experts pour aborder tous ces sujets. Sur la deuxième brique, c'est l'ingénierie. Donc, il y a deux piliers principaux. Notre partenariat avec Acté, d'une part, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un grand nombre de projets qui rejoignent le programme. Donc, on accompagne en particulier 3 lots d'un appel à projet qui financent des économes de flux, des études énergétiques et des études de maîtrise d'œuvre dans le cadre du fonds chaîne. Et par ailleurs, on a aussi pour les collectivités qui ne pourraient pas répondre à cet appel à projet, parce qu'en fait le fonds chaîne est Acté, peut-être que vous connaissez, c'est un programme donc de la FNCCR qui accompagne la rénovation énergétique des bâtiments publics tertiaires au sens large, mais qui croit beaucoup en la mutualisation des projets. La plupart des projets financés sont portés par des syndicats d'énergie notamment, et parfois pour les toutes petites communes ça fonctionne pas pour des raisons politiques ou autres. Et donc, on a aussi créé un dispositif d'ingénierie qui est en propre. On s'est entouré d'une série d'experts pour financer de l'ingénierie, autant sur de l'appui technique, juridique et financier, et sur la question des usages. On a aussi tout un lot dédié sur l'assistance à maîtrise d'usage. Et enfin, sur le financement, bien sûr, cœur de métier de la Banque des Territoires et notamment de mes collègues en direction régionale, on a plusieurs outils, plusieurs produits financiers pour financer les travaux, principalement sur le long terme, puisque on parle bien de projets de rénovation globale, donc c'est des coûts très importants. Nous, on croit fortement à la Banque des Territoires que le levier de la dette n'est pas suffisamment utilisé
au regard des coûts aujourd'hui de la rénovation, du fait que les subventions sont insuffisantes. Donc voilà, on a 2 dispositifs, l'Éduprêt, qui est un prêt basé sur le fonds d'épargne, avec au taux du livret A. C'est l'épargne des Français, globalement, qui finance la rénovation des écoles. Et on a aussi un autre fonds qui est un taux fixe grâce à la Banque européenne d'investissement. Et par ailleurs, un dispositif qui s'appelle le dispositif Intracting, qui lui permet de financer des projets à plus court terme, avec des temps de retour sur investissement sur 13 ans. Donc, c'est moins pour des projets de rénovation globale, mais on peut combiner ces 2 outils. Alors là, c'était pour revenir sur l'ingénierie spécifique en interne. Donc sur la partie gauche de la diapo, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est notre accord cadre là qu'on a monté il y a quelques mois, qui du coup répond aux besoins des collectivités d'être accompagnées sur la structuration de leurs projets, tant en appui technique, donc audit énergétique, étude de faisabilité, rédaction d'un programme technique détaillé, sélection de ses maîtrises d'œuvre, autant sur ça que sur l'appui au montage juridique et financier. Donc là, c'est vraiment des questions, par exemple, de contrats de performance énergétique, de marchés globaux de performance. Donc c'est des sujets parfois souvent complexes, parce qu'il y a différentes façons de mener des projets. On peut faire en marchés séparés, en marchés globaux. Typiquement, cette mission-là permet d'aider les collectivités à y voir plus clair sur la meilleure méthode pour elles, en fonction de ses besoins, de ses capacités, de ses envies. Et par ailleurs, donc un dernier lot dédié aux usages, avec des prestataires très 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 investis, très mobilisés, qui se proposent d'être là dès la phase programmation. Nous, c'est ce qu'on entend là de plus en plus souvent avec ces partenaires, c'est qu'ils nous disent en fait il faut nous mobiliser dès la phase juste après l'audit avec les architectes, avec la maîtrise d'œuvre, pour co-construire ce projet et faire en sorte qu'il soit viable en fait et pérenne, puisque les usagers sont impliqués. Voilà. Et enfin, donc sur le financement, en fait, je vous ai déjà dit quelques mots. Donc l'Éduprêt, oui, voilà, vous pouvez nous contacter, on vous en parlera plus en détail. L'Éduprêt au taux du livret A, donc c'est bien un prêt qui est dédié à la rénovation des bâtiments scolaires au sens large. Et en fait, il y a un taux qui est avantageux si le projet est si on peut prouver des économies d'énergie substantielles. Donc typiquement là, nous concernant, quand on regarde du décret tertiaire et de notre programme avec les 40% d'économie d'énergie, si vous pouvez le prouver à partir d'un audit énergétique, voilà, vous avez un taux, le taux du livret A, donc à 3% en ce moment, à 3,4%. Et on peut aller sur des durées très longues. C'est aussi pour tout simplement permettre aux collectivités aussi de mener d'autres projets, parce que souvent sur les petites collectivités, peut-être que c'est tellement un investissement tellement important que peut-être malheureusement la rénovation d'une école, ça occupe les investissements, un seul investissement à l'année, et c'est le seul. Alors voilà, l'intérêt d'un taux long terme, c'est de permettre de financer d'autres projets aussi tout aussi importants pour une collectivité. Et donc, par ailleurs, l'Intracting, qui a un dispositif qui permet de rembourser ces économies, de rembourser l'investissement dans ces travaux par les économies d'énergie générées par les travaux. Et là, c'est sur un temps d'investissement, un temps de retour de 13 ans, donc plus court. Merci beaucoup, Sioué, pour cette présentation du dispositif EduRénov'. Julien Peltange, qui est chargé de mission transition écologique et énergétique au SGAR de la Nouvelle-Aquitaine, que j'invite à me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Et nous excusons Madame Véronique Bozo, qui est responsable service transition énergétique des territoires au sein de la direction de l'énergie et du climat de la région Nouvelle-Aquitaine et qui n'a pas pu être présente pour conclure ce webinaire. Monsieur Peltange, qu'est-ce que vous avez à nous dire en retour un peu frais sur ce qui s'est dit autour de cette table et également sur l'accompagnement que l'État propose aux communes qui doivent rénover leurs écoles? Déjà, merci beaucoup. Donc, merci à vous, auditeurs, qui suivez ce webinaire. Merci à PQNA pour l'organisation et puis merci aux intervenants. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu pas mal de sujets abordés au travers donc la rénovation énergétique des écoles qui montrent toute la richesse et tout l'intérêt du sujet. Donc, on a parlé bien sûr de bien-être des enfants et des occupants des bâtiments. On a parlé donc de leur confort, mais aussi de leur santé. On a parlé de gestion patrimoniale, de maîtrise des dépenses énergétiques. Je pense qu'il y a aussi des questions d'attractivité du territoire.
bien sûr pour les familles, pour vous élus ou qui représentez donc les communes. On a parlé d'environnement, beaucoup de sujets qui témoignent de la richesse de ces échanges. Donc après, au-delà de tout ça, donc je pense que ce qui était important aujourd'hui, c'était d'apporter donc des ressources, des leviers, des idées pour donner envie à agir. Ça a été un des mots importants, ne pas avoir peur et agir. Donc je pense que c'est voilà ce que les autres intervenants, donc Monsieur le maire et le représentant de la commune de Langon, ce qu'on peut retenir finalement, si on devait retenir qu'un mot, c'est peut-être celui-là. Beaucoup de partenaires peuvent vous accompagner dans vos démarches. Donc bien sûr, donc là, on a parlé pas mal de dispositifs de la Banque des Territoires, le CAUE, l'ADEME, le CEREMA ont pu présenter ce qu'ils faisaient. On a aussi au moins cité les aides que peuvent apporter les collectivités à l'échelon régional, à l'échelon départemental. Donc je voudrais aussi attirer votre attention sur le rôle des préfectures de département qui sont aussi des interlocuteurs sur ce sujet de la rénovation énergétique des bâtiments publics et notamment des écoles. On a depuis donc l'année dernière le déploiement du Fonds vert, donc un dispositif qui est donc maintenu cette année et pour lequel la rénovation des écoles est une priorité. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si ce n'est pas encore un sujet que vous connaissez. Donc le Fonds vert peut aider, donc ce sont des subventions qui sont attribuées aux collectivités pour des travaux donc de bâtiments, mais déjà en amont pour des démarches d'ingénierie et après pour les travaux en tant que tels. Donc je pense que voilà, il y aura des supports qu'on pourra vous partager. Enfin, il y en a notamment un cahier d'accompagnement qui est très bien fait pour les porteurs de projets. Que vous pouvez trouver sur Internet et qu'on rediffusera à la suite du webinaire. Voilà, je pense que je ne serai pas plus long. Merci beaucoup encore une fois à vous tous et à vous toutes pour ce temps d'échange. Merci de Monsieur Peltange et merci à vous toutes et à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à mes intervenants et aux témoins qui nous ont apporté leur expérience et leur éclairage. Merci à Alexia pour le back-office. Merci à Julia d'avoir co-animé avec moi ce webinaire. Et merci à nos partenaires, État, Région, Banque des Territoires et le IATU. Et merci beaucoup à Limelight et à ses techniciens. Je reviendrai vers vous avec un article qui va résumer tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui dans ce webinaire et évidemment la vidéo replay pour que vous puissiez la diffuser à vos élus et aux techniciens dans vos collectivités. Et dans cet article, vous retrouverez tout le contenu de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, mais également d'autres ressources qui ont été citées par les participants. Merci à tous et à toutes et une très bonne journée.